Guy de Maupassant, L'inutile beauté, édition de référence, Paris, Victor Havard, éditeur, 1890. À Henri Casalis, L'inutile beauté, 1. La Victoria, fort élégante, attelée de deux superbes chevaux noirs, attendait devant le perron de l'hôtel. C'était à la fin de juin, vers 5h30, et, entre les toits qui enfermaient la cour d'honneur, le ciel apparaissait plein de clarté, de chaleur, de gaieté. La comtesse de Mascaret se montra sur le perron juste au moment où son mari, qui rentrait, arriva sous la porte cochère. Il s'arrêta quelques secondes pour regarder sa femme, et il pâlit un peu. Elle était fort belle, svelte, distinguée avec sa longue figure ovale, son teint d'ivoire doré, ses grands yeux gris, ses cheveux noirs, et elle monta dans sa voiture sans le regarder, sans paraître même l'avoir aperçu, avec une allure si particulièrement racée que l'infâme jalousie dont il était depuis si longtemps dévoré le mordit au cœur de nouveau. Il s'approcha et la saluant. « Vous allez vous promener, dit-il. » Elle laissa passer 4 mots entre ses lèvres dédaigneuses. « Vous le voyez bien? Au bois? C'est probable. Me serait-il permis de vous accompagner? La voiture est à vous. » Sans s'étonner du ton dont elle lui répondait, il monta et s'assit à côté de sa femme, puis il ordonna « Au bois !» Le valet de pied sauta sur le siège auprès du cocher, et les chevaux, selon leur habitude, piaffèrent en saluant de la tête jusqu'à ce qu'ils eussent tourné dans la rue. Les deux époux demeuraient côte à côte sans se parler. Ils cherchaient comment entamer l'entretien, mais elle gardait un visage si obstinément dur qu'il n'osait pas. À la fin, il glissa sournoisement sa main vers la main gantée de la comtesse et la toucha comme par hasard. Mais le geste qu'elle fit en retirant son bras fut si vif et si plein de dégoût qu'il demeura anxieux, malgré ses habitudes d'autorité et de despotisme. Alors il murmura « Gabrielle !» Elle demanda, sans tourner la tête « Que voulez-vous? Je vous trouve adorable. » Il ne répondit rien et demeurait étendu dans sa voiture avec un air de reine irritée. Il montait maintenant les Champs-Élysées, vers l'arc de triomphe de l'Étoile, l'immense monument, au bout de la longue avenue, ouvrait dans un ciel rouge son arche colossale. Le soleil semblait descendre sur lui en semant par l'horizon une poussière de feu. Et le fleuve des voitures, éclaboussé de reflets sur les cuivres, sur les argentures et les cristaux des harnais et des lanternes, laissait couler un double courant vers le bois et vers la ville. Le comte de Mascaret reprit « Ma chère Gabrielle !» Alors, n'y tenant plus, elle répliqua d'une voix exaspérée « Oh, laissez-moi tranquille, je vous prie. Je n'ai même plus la liberté d'être seul dans ma voiture à présent. » Il simula n'avoir point écouté.
et continua. Vous n'avez jamais été aussi jolie qu'aujourd'hui. Elle était certainement à bout de patience et elle répliqua avec une colère qui ne se contentait point. Vous avez tort de vous en apercevoir, car je vous jure bien que je ne serai plus jamais à vous. Certes, il fut stupéfait et bouleversé, mais ses habitudes de violence reprenant le dessus, il jeta un qu'est-ce à dire qui révélait plus maître brutal que l'homme amoureux. Elle répéta à voix basse, bien que leur chant ne puisse rien entendre dans l'assourdissant ronflement des roues. Ah, qu'est-ce à dire? Qu'est-ce à dire? Je vous retrouve donc. Vous voulez que je vous le dise? Oui. Que je vous dise tout? Oui. Tout ce que j'ai sur le cœur depuis que je suis la victime de votre féroce égoïsme. Il était devenu rouge d'étonnement et d'irritation. Il grogna, les dents serrées. Oui, dites. C'était un homme de haute taille, à larges épaules, à grande barbe rousse, un bel homme, un gentilhomme, un homme du monde qui passait pour un mari parfait et pour un père excellent. Pour la première fois depuis leur sortie de l'hôtel, elle se retourna vers lui et le regarda bien en face. Ah, vous allez entendre des choses désagréables, mais sachez que je suis prête à tout, que je braverai tout, que je ne crains rien, et vous aujourd'hui moins que personne. Il la regardait aussi dans les yeux, et une rage déjà le secouait. Il murmura, « Vous êtes folle !» Non, mais je ne veux plus être la victime de l'odieux supplice de maternité que vous m'imposez depuis 11 ans. Je veux vivre enfin en femme du monde, comme j'en ai le droit, comme toutes les femmes en ont le droit. Redevenant pâle tout à coup, il balbutia. Je ne comprends pas. Si, vous comprenez. Il y a maintenant 3 mois que j'ai accouché de mon dernier enfant. Et comme je suis encore très belle, et malgré vos efforts, presque indéformable, ainsi que vous venez de le reconnaître en m'apercevant sur votre perron, vous trouvez qu'il est temps que je redevienne enceinte. Mais vous déraisonnez. Non, j'ai 30 ans et 7 enfants. Et nous sommes mariés depuis 11 ans. Et vous espérez que cela continuera encore 10 ans, après quoi vous cesserez d'être jaloux. Il lui saisit le bras et l'étreigna. Je ne vous permettrai pas de me parler plus longtemps ainsi. Et moi, je vous parlerai jusqu'au bout, jusqu'à ce que j'ai fini tout ce que j'ai à vous dire. Et si vous essayez de m'en empêcher, j'élèverai la voix de façon à être entendue par les 2 domestiques qui sont sur le siège. Je ne vous ai laissé monter ici que pour cela, car j'ai ces témoins qui vous forceront à m'écouter et à vous contenir. Écoutez-moi, vous m'avez toujours été antipathique, et je vous l'ai toujours laissé voir, car je n'ai jamais menti, monsieur. Vous m'avez épousé malgré moi. Vous avez forcé mes parents qui étaient gênés à me donner à vous, parce que vous êtes très riche. Ils m'ont contrainte en me faisant pleurer. Vous m'avez donc acheté, et dès que j'ai été en votre pouvoir, dès que j'ai commencé à devenir pour vous une compagne prête à s'attacher
à oublier vos procédés d'intimidation et de coercition, pour me souvenir seulement que je devais être une femme dévouée, vous aimer autant qu'il m'était possible de le faire. Vous êtes devenu jaloux, vous, comme aucun homme ne l'a jamais été. D'une jalousie d'espion, basse, ignoble, dégradante pour vous, insultante pour moi. Je n'étais pas marié depuis 8 mois, que vous m'avez soupçonné de toutes les perfidies. Vous me l'avez même laissé entendre. Quelle honte! Et comme vous ne pouviez pas m'empêcher d'être belle et de plaire, d'être appelée dans les salons et aussi dans les journaux une des plus jolies femmes de Paris, vous avez cherché ce que vous pourriez imaginer pour écarter de moi les galanteries, et vous avez eu cette idée abominable de me faire passer ma vie dans une perpétuelle grossesse jusqu'au moment où je dégoûterais tous les hommes. Oh, ne niez pas, je n'ai point compris pendant longtemps. Puis j'ai deviné. Vous vous en êtes vanté même à votre sœur qui me l'a dit, car elle m'aime et elle a été révoltée de votre grossièreté de rustre. Ah, rappelez-vous nos luttes, les portes brisées, les serrures forcées. À quelle existence vous m'avez condamné depuis 11 ans? Une existence de jument poulinière enfermée dans un haras. Puis, dès que j'étais grosse, vous vous dégoûtiez aussi de moi, vous, et je ne vous voyais plus, de rendez-moi. On m'envoyait à la campagne, dans le château de la famille, au vert, au pré, faire mon petit. Et quand je repasserais, et quand je reparaissais, fraîche et belle, indestructible, toujours séduisante et toujours entourée d'hommages, espérant enfin que j'allais vivre un peu comme une jeune femme riche appartient au monde, la jalousie vous reprenait, et vous recommenciez à me poursuivre de l'infâme et haineux désir dont vous souffrez en ce moment à mon côté. Et ce n'est pas le désir de me posséder. Je ne me serais jamais refusé à vous. C'est le désir de me déformer. Il s'est de plus passé cette chose abominable et si mystérieuse que j'ai été longtemps à la pénétrer, mais je suis devenue fine à vous voir agir et penser. Vous vous êtes attaché à vos enfants de toute la sécurité qu'ils vous ont donnée pendant que je les portais dans ma taille. Vous avez fait de l'affection pour eux avec toute l'aversion que vous aviez pour moi, avec toutes vos craintes ignobles momentanément calmées, avec la joie de me voir grossir. Ah, cette joie, combien de fois je l'ai sentie en vous, je l'ai rencontrée dans vos yeux, je l'ai devinée. Vos enfants, vous les aimez comme des victoires et non comme votre sang. Ce sont des victoires sur moi, sur ma jeunesse, sur ma beauté, sur mon charme, sur les compliments qu'on m'adressait et sur ceux qu'on chuchotait autour de moi sans me les dire. Vous en êtes fiers, et vous en êtes fiers. Vous paradez avec eux. Vous les promenez en break au bois de Boulogne, sur des ânes à Montmorency. Vous les conduisez aux matinées théâtrales pour qu'on vous voie au milieu d'eux, qu'on dise « quel bon père » et qu'on le répète. Il lui avait pris le poignet avec une brutalité sauvage, et il le serrait si violemment qu'il se tut, une plainte lui déchirant la gorge, et il lui dit tout bas
J'aime mes enfants, entendez-vous. Ce que vous venez de m'avouer est honteux de la part d'une mère. Mais vous êtes à moi. Je suis le maître, votre maître. Je puis exiger de vous ce que je voudrais, quand je voudrais. J'ai la loi pour moi. Il cherchait à lui écraser les doigts dans la pression des tenailles de son gros poignet musculeux. Elle, livide de douleur, s'efforçait en vain d'ôter sa main de cette étau qui la broyait, et la souffrance la faisant halter, des larmes lui vinrent aux yeux. « Vous voyez bien que je suis le maître, dit-il, et le plus fort. » Il avait un peu desserré son étreinte. Elle reprit. « Me croyez-vous pieuse ?» Il balbutia, surpris. « Ben oui. Pensez-vous que je crois à Dieu? Ben oui. Que je pourrais mentir en vous faisant un serment devant un autel où est enfermé le corps du Christ? Non. Voulez-vous m'accompagner dans une église? Pourquoi faire? Vous le verrez bien, voulez-vous? Si vous y tenez, oui. » Elle éleva la voix en appelant « Philippe !» Le cocher inclina un peu le cou, sans quitter ses chevaux des yeux, sembla tourner son oreille seul vers sa maîtresse, qui reprit « Allez à l'église Saint-Philippe du Roule !» Et la Victoria, qui arrivait à la porte du bois de Boulogne, retourna vers Paris. La femme et le mari n'échangèrent plus une parole pendant ce nouveau trajet. Puis, lorsque la voiture fut arrêtée devant l'entrée du temple, mademoiselle de Mascaret, sautant à terre, y pénétra, suivie à quelques pas par le comte. Elle alla, sans s'arrêter, jusqu'à la grille du choir, et tombant à genoux contre une chaise, cacha sa figure dans ses mains et pria. Elle pria longtemps, et lui, debout derrière elle, s'aperçut enfin qu'elle pleurait. Elle pleurait sans bruit, comme pleurant les femmes dans les grands chagrins poignants. C'était dans tout son corps une sorte d'ondulation qui finissait par un petit sanglot caché, étouffé sous ses doigts. Par le comte de Mascaret jugea que la situation se prolongeait trop, et il la toucha sur l'épaule. Ce contact la réveilla comme une brûlure. Se dressant, elle le regarda les yeux dans les yeux. « Ce que j'ai à vous dire, le voici. Je n'ai peur de rien. Vous ferez ce que vous voudrez. Vous me tuerez si cela vous plaît. Un de vos enfants n'est pas à vous, un seul. Je vous le jure devant le Dieu qui m'entend ici. C'était l'unique vengeance que j'eusse contre vous, contre votre abominable tyrannie de mâle, contre ces travaux forcés de l'engendrement auxquels vous m'avez condamné. Qui fut mon amant? Vous ne saurez jamais. Vous soupçonnerez tout le monde. Vous ne le découvrirez point. Je me suis donné à lui sans amour et sans plaisir, uniquement pour vous tromper. Et il m'a rendu mère aussi, lui, qui est son enfant. Vous ne le saurez jamais. J'en ai 7. Cherchez. Cela, je comptais vous le dire plus tard, bien plus tard, car on ne s'est vengé d'un homme en le trompant que lorsqu'il sait. Vous m'avez forcé à vous le confesser aujourd'hui. J'ai fini. » Et elle s'enfuit à travers l'église, vers la porte ouverte sur la rue,
s'attendant à entendre derrière elle le pas rapide de l'époux bravé, et à s'affaisser sur le pavé sous le coup d'assommoir de son poing. Mais elle n'entendit rien et gagna sa voiture. Elle y monta d'un saut, crispée d'angoisse, haletante de peur, et cria au cocher: « À l'hôtel !» Les chevaux partirent au grand trot.